J'ai 94 ans. Je suis dans cette maison de retraite depuis 15 ans, parce que mes enfants pensaient que j'avais fait quelque chose de mal. Mes 5 enfants croient que j'ai été escroqué de 250 000 $. Ils pensent que leur père a perdu la tête. Mais je n'ai rien perdu. Je savais exactement où chaque dollar était passé. Je l'ai dépensé pour sauver quelqu'un dans cette famille. Et la personne que j'ai sauvée est la raison pour laquelle je suis assis dans cette chambre. J'ai épousé ma femme Margaret en 1954. J'avais 24 ans, elle en avait 21. Nous n'avions rien. Un appartement loué au-dessus d'un magasin de quincaillerie à Cleveland. Une fenêtre, un radiateur qui ne fonctionnait que quand il en avait envie. Mais nous étions heureux. Tellement heureux. J'ai travaillé à l'usine sidérurgique pendant 44 ans. Ouvrier de four. Un travail dangereux. Un travail brûlant. Le genre de travail qui vous prend un peu de votre corps chaque année. Mais ça payait assez bien. Et Margaret et moi avions un accord. Le même accord que nous avions passé la semaine de notre mariage. À chaque paie, nous économisions quelque chose. Peu importe le montant, peu importe à quel point les choses étaient serrées. Quelque chose allait dans les économies. Nous avons élevé 5 enfants dans une maison que j'ai achetée en 1960. David est né en 1957, Linda en 1959, Robert en 1961, Janet en 1964, Steven en 1967. 5 enfants, une salle de bain, du chaos, un beau chaos, épuisant et magnifique. Je n'étais pas un père parfait. J'étais souvent fatigué. Je rentrais à la maison en sentant le four. Je n'avais pas toujours la patience que j'aurais dû avoir, mais j'étais là. À chaque dîner, chaque dimanche, chaque matin de Noël. J'étais là. En 2004, Margaret et moi avions économisé 310 000 $. 50 ans de discipline, 50 ans de déjeuner apporté de la maison et de vêtements d'occasion, 50 ans à dire « Nous ne pouvons pas nous le permettre ». Tellement souvent que c'est devenu un réflexe. Cet argent représentait toute notre vie en un chiffre. Notre retraite, notre dignité, la preuve que nous avions fait quelque chose de bien. Puis David a appelé. C'était un mardi soir, en mars 2004. Margaret était déjà au lit. Le téléphone a sonné à 23 heures. Rien de bon ne vient d'un appel à 23 heures. David pleurait. Je n'avais jamais entendu mon fils aîné pleurer, pas depuis qu'il était petit. Il a dit « Papa, j'ai besoin de ton aide. Danny est dans le pétrin. » Danny, mon petit-fils, le fils de David, 22 ans, un gars intelligent, drôle, celui qui s'asseyait sur mes genoux et me demandait de lui raconter des histoires sur l'usine. Celui qui m'appelait « Pop » au lieu de « grand-père », parce qu'il disait que « grand-père » sonnait trop vieux. Danny avait été arrêté. Pour distribution de drogue, pas pour consommation. Il s'était mêlé à de mauvaises personnes, devait de l'argent à des gens à qui on ne doit pas d'argent et avait commencé à vendre pour les rembourser. Une chose en avait amené une autre. Et maintenant, il risquait 12 ans de prison fédérale. 12 ans. Danny aurait 34 ans à sa sortie. Sa vie serait finie avant même d'avoir commencé. David était désespéré. Il disait que Danny avait besoin d'un vrai avocat. Pas d'un avocat commis d'office, un avocat spécialisé en défense criminelle qui savait négocier des accusations fédérales. Il en avait trouvé un, le meilleur de l'État, mais les honoraires s'élevaient à 80 000 $. Le procès complet coûterait 200 000 $, peut-être plus. David n'avait pas cet argent. Il venait d'être licencié de chez Ford. Sa femme, Carole, ne savait rien de l'arrestation de Danny. David lui avait dit que Danny restait chez des amis. Il essayait de contenir la situation, de la garder secrète, de la régler avant que quiconque ne la prenne. Il a dit « Papa, j'ai besoin de 250 000 $. Je sais que c'est tout ce que tu as. Je sais ce que je te demande, mais c'est Danny. C'est ton petit-fils. Ils vont le détruire là-bas. » Je me suis assis dans ma cuisine. J'ai regardé le téléphone et j'ai pensé à 50 ans d'économie, 50 ans de sacrifice, chaque paie, chaque vacances que nous n'avons pas prises, tout ce dont nous nous sommes privés. Puis j'ai pensé à Danny, assis sur mes genoux à 6 ans, disant « Raconte-moi une autre histoire, Pop. » J'ai dit « Oui. » Margaret savait. Je le lui ai dit ce soir-là. Elle a pleuré, pas à cause de l'argent, à cause de Danny. Elle a dit « Sauve ce garçon, Arthur. L'argent n'a pas d'importance. Sauve notre petit-fils. »
Alors, je l'ai fait. J'ai écrit les chèques. J'ai engagé l'avocat. Au cours des 14 mois suivants, j'ai dépensé 247 000 $. L'avocat en valait chaque centime. Au lieu de 12 ans de prison fédérale, Danny a écopé de 18 mois dans un établissement d'État. Un casier scellé. Une seconde chance. David m'a fait promettre. Il a dit « Papa, personne ne doit jamais savoir ça. Ni Linda, ni Robert, ni Janet, ni Steven, ni Carol, personne. Si ça s'ébruite, Danny est fini. Même avec un casier scellé, si la famille l'apprend, les gens parlent, ça vous suit. Promets-le-moi, papa. » J'ai promis. Que pouvais-je faire d'autre? C'était mon fils. Danny était mon petit-fils. On protège sa famille. C'est ce qu'on fait. Danny a purgé ses 18 mois. Il s'est nettoyé. Il est sorti. Il a 42 ans maintenant, marié, 2 enfants. Il travaille comme électricien. C'est un homme bien, honnête, le genre d'homme dont on peut être fier. Personne ne sait ce qu'il a été. Personne ne sait ce que j'ai payé pour lui donner cette chance. Et c'est comme ça que ça doit être. Mais c'est là que tout s'est effondré. Margaret est morte en 2007, anévrisme cérébral. Elle pendait le linge un mardi matin et elle s'est effondrée. Parte avant même que l'ambulance n'arrive. Aucun avertissement, aucun au revoir. 52 ans de mariage terminés un mardi entre des draps et des tais d'oreiller. Après les funérailles, mes enfants ont commencé à examiner les finances. C'est ce que font les familles quand un parent meurt. Ils évaluent, ils planifient, ils regardent les chiffres. Et les chiffres ne collaient pas. 30 000 $ auraient dû être sur le compte. Ils n'ont trouvé que 58 000 $. Où était le reste? David le savait. Il était assis à la table de la cuisine quand Robert a posé la question. Il était assis là quand Linda a dit « Papa, où est l'argent ?» Il était assis là quand Janet a commencé à pleurer et que Steven a dit « Il doit y avoir une erreur. » David n'a rien dit. Il m'a regardé. Je l'ai regardé et j'ai vu mon fils aîné faire un choix. Il a choisi de se protéger. Il a choisi le silence. Il a choisi de laisser son père porter le blâme plutôt que d'avouer ce qui était arrivé à son fils. J'ai dit que l'argent avait été dépensé pour des choses personnelles. Je n'ai pas donné de détails. Je ne pouvais pas. J'avais fait une promesse. Et même alors, même en voyant David assis là comme un lâche, j'ai pensé à Danny, à sa femme, à ses 2 petits-enfants, au casier scellé qui ne signifierait plus rien si la famille commençait à poser des questions. Alors je suis resté silencieux. Mes enfants ont décidé que j'avais été escroqué. C'était leur version. Papa s'est fait avoir par un de ces escrocs au téléphone. Papa vieillit. Papa ne peut plus gérer ses affaires. C'était plus facile à croire que d'imaginer que j'avais dépensé cet argent délibérément. Parce que si je l'avais dépensé délibérément, ils auraient dû se demander pourquoi. Et personne ne voulait emprunter ce chemin. Personne sauf David. Parce que David n'avait pas besoin d'emprunter ce chemin. Il y était déjà. Robert a suggéré une procuration. Linda était d'accord. Janet s'inquiétait de me voir vivre seule, surtout après un petit AVC que j'avais eu en 2006 et qui avait affecté mon côté gauche. Et elle avait raison sur ce point. J'avais besoin d'aide. Ma mobilité n'était plus ce qu'elle était. Je ne pouvais plus gérer la maison seule, mais l'aide que j'ai reçue n'était pas celle dont j'avais besoin. C'était ce qui était commode pour eux. Linda a dit que je pouvais rester chez elle. J'y suis resté environ 5 mois, mais son mari Gerald m'a fait comprendre que j'étais un fardeau. Il soupirait quand j'avais besoin d'aide aux toilettes. Il faisait des commentaires sur l'intimité. Il quittait la pièce quand j'entrais. Une nuit, je l'ai entendu dire à Linda « C'est moi ou ton père. Je n'en peux plus. » Je suis parti le lendemain matin. J'ai dit à Linda que j'avais trouvé un endroit mieux. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle son mariage se briserait. Robert traversait son propre divorce. Il pouvait à peine s'occuper de lui-même. Janet vivait en Arizona. Steven avait 3 enfants dans un appartement de 2 chambres. Il n'y avait pas vraiment de place. Pas vraiment pour un homme de 79 ans avec un côté gauche défaillant et sans économie. Et David, celui avec une grande maison, celui avec une chambre d'amis, celui qui me devait 250 000 $ et la liberté de son fils. David a dit « Je pense que papa a besoin de soins professionnels, quelque part avec des infirmières, un endroit équipé. » Des soins professionnels.
C'est comme ça qu'il l'a appelé. Moi, j'appelle ça comme c'est. Il m'a mis à l'écart. Le fils que j'ai sauvé m'a mis dans une boîte et a fermé le couvercle. J'ai emménagé à la résidence Meadowbrook Senior Living en octobre 2009. Chambre 12. Un lit simple, un petit placard, une fenêtre qui donne sur un parking. Je suis ici depuis 15 ans. David ne vient pas. Pas une seule fois en 15 ans. Je pense que me regarder lui rappelle ce qu'il a fait. Il est plus facile d'oublier son père que de faire face à ce qu'il lui doit. Linda appelle toutes les quelques semaines. Des appels courts. « Comment vas-tu, papa ?»« Bien. Tu as besoin de quelque chose ?»« Non. » Elle m'envoie une carte pour mon anniversaire. Elle a de bonnes intentions. Elle ne sait tout simplement pas. Robert est décédé en 2018. Crise cardiaque. 67 ans. Un autre enfant parti avant moi. Il n'y a pas de mot pour un parent qui survit à ses enfants. Il devrait y en avoir un. Il devrait y avoir un mot pour ce genre de douleur. Janet vient me voir une fois par an. Elle prend l'avion depuis l'Arizona. Elle apporte des fleurs et s'assoit avec moi pendant 1 heure pour me parler de ses petits-enfants. Elle est gentille, mais il y a toujours quelque chose dans ses yeux. De la pitié, comme si elle rendait visite à un homme qui a perdu la tête et ne le sait pas. Je n'ai pas perdu la tête. J'ai perdu mes économies, ma maison et ma famille, et je l'ai fait exprès. Je l'ai fait pour sauver un garçon de 22 ans qui m'appelait Pop. Steven appelle parfois à Noël. Et Danny, voici la partie qui me touche le plus. Danny vient me voir 1 fois par an. Il amène sa femme et ses 2 petites filles. Elle m'appelle Grand Pop. Danny s'assoit avec moi pendant que les filles jouent dans la salle commune. Il me tient parfois la main. Et chaque fois avant de partir, il se penche et chuchote. « Merci, Pop, pour tout. » Mais Danny ne sait pas. Il ne sait pas que son père m'a mis ici. Il ne sait pas que ses oncles et tantes pensent que je suis sénile. Il ne sait pas que les 250 000 $ que j'ai dépensés pour sauver sa vie sont la raison pour laquelle je vis dans une chambre avec un lit simple et une fenêtre donnant sur un parking. Danny pense que je suis ici parce que je suis vieux et que j'ai besoin de soins. David lui a dit ça. David a une réponse pour tout. Une réponse pour tout le monde, sauf pour moi. J'ai une lettre dans mon tiroir. De l'avocat. Elle confirme les paiements. Le numéro de dossier de Danny, les dates, les montants, tout. Je pourrais la montrer à Linda. Je pourrais l'envoyer à Janet. Je pourrais blanchir mon nom en 5 minutes. Mais cette lettre porte le nom de Danny. Et si je la montre, son casier scellé ne servira à rien. Sa femme la prendra. Son employeur la prendra. Ses enfants grandiront en sachant que leur père était un dealer de drogue à 22 ans. Tout ce que j'ai payé, tout ce que j'ai sacrifié, tout s'effondrera. Alors la lettre reste dans le tiroir et je reste dans la chambre 12. J'ai vécu 34 310 jours. J'en ai passé 5 475 dans cette chambre. Chaque matin, je me réveille et je pense à cet appel téléphonique. David qui pleure à 23 heures. « Papa, j'ai besoin de ton aide. » J'ai aidé. Et c'est là que mon aide m'a mené. Certaines nuits, je me mets en colère. Pas contre Danny. Jamais contre Danny. C'était un gamin qui a fait une erreur. Il méritait une seconde chance. Il a mérité cette chance 100 fois. Je me mets en colère contre David, mon fils aîné, celui à qui j'ai appris à faire du vélo, celui que j'ai accompagné à l'école, celui qui m'a regardé dans les yeux pendant que ses frères et sœurs m'accusaient d'avoir perdu la tête et n'a rien dit. Il n'a rien dit, et ce silence m'a mis ici. Mais même la colère s'estompe. On ne peut pas rester en colère pendant 15 ans. Le corps n'en a pas l'énergie. Et la vérité, c'est qu'au fond de la colère, il y a quelque chose de pire. Il y a l'amour. Je l'aime encore. J'aime encore David. Et je déteste ça, parce qu'aimer quelqu'un qui vous a trahi est le sentiment le plus solitaire au monde. J'ai 94 ans. Il me reste peut-être 1 an, 2 tout au plus. Le Parkinson s'aggrave. Ma main gauche ne fonctionne plus. Mes jambes ne sont plus fiables. Mais mon esprit est clair. Mon esprit a toujours été clair. Je n'ai pas été escroqué. Je n'étais pas confus. J'ai fait un choix. Le même choix que ferait n'importe quel grand-père. J'ai choisi Danny. Et si c'était à refaire, même en sachant que je finirais ici, même en sachant que David me trahirait, même en sachant que je passerais 15 ans seul dans la chambre 12, je le referais. Parce que Danny est vivant. Danny est libre. Les filles de Danny m'appellent Grand Pop et m'apportent des dessins,
me demandent de leur raconter des histoires. Ça vaut 250 000 $. Ça vaut une maison. Ça vaut 15 ans dans une chambre avec un lit simple. Ce que je ne peux pas pardonner, c'est le silence. Pas l'argent. Le silence. Le silence de David. Le mensonge qu'il a laissé tout le monde croire. Le père qu'il a jeté pour se protéger. Moi, je n'ai pas jeté Dany. Je l'ai sauvé, au prix de tout. Et je le referai demain. Chambre 12. 15 ans. J'aimerais juste que David vienne, ne serait-ce qu'une fois, juste pour dire qu'il est désolé, juste pour s'asseoir avec moi et avouer ce qu'il a fait. Mais il ne viendra pas, parce qu'avouer, ça veut dire affronter la vérité. Et David n'a jamais été bon pour affronter les choses. Ce n'est pas grave. J'ai affronté assez pour nous deux.